Parfois, la chose la plus difficile quand on recommence à zéro, c'est de croire qu'on en est encore capable. À 62 ans, Monique Fournier avait perdu son mariage, sa maison et la quasi-totalité de son espoir. C'est alors qu'une grand-mère qu'elle connaissait à peine lui légua une ferme rocailleuse sur un plateau des Cévennes. Les gens du coin se moquèrent. Ils disaient que la terre ne valait rien et qu'elle était folle de vouloir rester. Mais Monique n'avait plus rien à perdre. Avec un mulet emprunté nommé Cléante, une tente rapiécée et un vieux carnet de jardinage, elle planta des choux, des navets et le peu de foie qui lui restait. Puis sa pelle heurta quelque chose d'étrange. Sous la terre reposait un objet ovoïde et lumineux que personne ne pouvait expliquer. Était-ce un minéral rare, un secret enfoui ou quelque chose de bien plus ancien que la montagne elle-même? Monique Fournier avait passé 32 ans comme comptable pour une entreprise de fabrication à Lyon. Sa vie avait été une succession de bilans à équilibrer, de rapports trimestriels à préparer et de milliers de réunions où des hommes en costume parlaient d'efficacité et de marge de croissance. Elle avait fait tout ce qu'on attendait d'elle, sans jamais dévier de la trajectoire qui semblait tracée pour elle. Elle avait épousé Michel Fournier à 29 ans, élevé 2 enfants dans une grande maison avec une pelouse manucurée, et ne s'était jamais plainte lorsque les ambitions de son mari avaient pris le pas sur ses propres rêves silencieux. Le divorce n'avait pas été dramatique. Il n'y avait eu ni cris, ni vaisselle cassée, ni accusation croustillante à raconter lors de dîners entre amis. Michel était simplement rentré un soir, avait posé son attaché-caisse sur le comptoir de la cuisine et lui avait dit qu'il voulait autre chose. Après 33 ans de mariage, il voulait autre chose. Monique avait hoché la tête, s'était versé un verre de vin et lui avait demandé quand il comptait partir. Le week-end suivant, il était parti. Leurs enfants, Chloé et Lucas, avaient accueilli la nouvelle avec le détachement pratique d'adultes qui avaient depuis longtemps construit leur propre vie. Chloé était pédiatre à Paris, trop occupée à sauver des enfants pour s'inquiéter de l'état émotionnel de sa mère. Lucas travaillait dans la finance à Genève, et ses appels téléphoniques avaient toujours été brefs, même avant le divorce. Monique ne leur en voulait pas. Elle les avait élevés pour qu'ils soient indépendants, et ils l'étaient. La maison s'était vendue en moins de 3 mois. Monique s'était retrouvée debout dans un salon vide, entourée de cartons destinés à un garde-meuble qu'elle ne visiterait probablement jamais. Elle avait 62 ans, fraîchement divorcée, et n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire du reste de sa vie. L'appel de l'avocat était arrivé un mardi matin de mars. Madame Fournier, ici maître Bernard Leroy, de Lozère. Je vous appelle au sujet de votre grand-mère, Marie Durand. Je suis au regret de vous informer qu'elle est décédée il y a 6 semaines. Monique avait dû s'asseoir. Marie Durand. Elle n'avait rencontré sa grand-mère que 2 fois. Une fois à l'âge de 7 ans, et une autre à 12 ans. Les 2 visites avaient été des affaires brèves et malaisantes, orchestrées par sa mère, qui n'avait jamais caché son mépris pour la vieille femme qui vivait seule sur une montagne en Lozère. Les souvenirs de Monique étaient fragmentaires, des mains burinées qui sentaient le tabac, une voix qui portait la musique des collines, une promesse chuchotée que Monique n'avait jamais comprise. Elle vous a légué sa propriété, poursuivit Bernard Leroy. 19 hectares sur le plateau des Cévennes, y compris une petite maison de campagne et tout son contenu. Vous êtes sa seule héritière vivante. Monique conduisit pendant des heures jusqu'en Lozère, arrivant à la tombée de la nuit un vendredi soir de fin avril. Les routes devenaient de plus en plus étroites et sinueuses à mesure qu'elle montait dans les montagnes, sa vieille Renault 4 peinant dans des pentes qui semblaient conçues pour des véhicules plus robustes. Lorsqu'elle tourna enfin sur le chemin de terre non balisé menant à la propriété Durand, ses phares éclairèrent un panneau de bois si usé par le temps qu'elle pouvait à peine le lire, Ferme Durand. La petite maison de campagne émergea de la brume comme une apparition d'un autre siècle. Elle était petite, peut-être 75 mètres carrés, avec un porche affaissé et des fenêtres qui ne reflétaient que l'obscurité. Le champ au-delà était envahi par les mauvaises herbes et l'herbe sauvage, et les parcelles de jardin que Monique pouvait à peine distinguer étaient étouffées par des années de négligence. Une brume s'enroulait sur la crête et se déposait dans le creux en contrebas, donnant à toute la scène une qualité éthérée qui donnait à Monique l'impression d'être sortie du temps. Elle resta assise dans sa voiture un long moment, écoutant le cliquetis du moteur qui refroidissait. Que faisait-elle ici? Elle était une citadine, une comptable, une personne qui n'avait jamais fait pousser ne serait-ce qu'un plant de tomates de toute sa vie. Cette terre était rocailleuse et sauvage, et complètement au-delà de sa compréhension. La chose sensée à faire serait de signer les papiers, de vendre la propriété à quiconque en voudrait, et de retourner à Lyon pour trouver quel genre d'appartement une femme divorcée de 62 ans pouvait s'offrir. Mais quelque chose la retenait là,
assise, à fixer cette maisonnette dans la lumière déclinante. Peut-être était-ce le souvenir de la voix de sa grand-mère, basse et musicale, murmurant des mots qu'elle ne parvenait pas à se rappeler. Peut-être était-ce simplement le fait qu'elle n'avait nulle part où aller et rien d'autre à faire. Ou peut-être était-ce quelque chose dans la terre elle-même, l'appelant dans une langue qu'elle ne savait pas encore parler. Elle sortit de la voiture et marcha jusqu'au porche. Le lendemain matin, Monique rencontra Jean Dubois. Il avait 70 ans, un visage comme du cuir usé et des mains qui avaient passé toute une vie à travailler la terre. Il cultivait le vallon adjacent, expliqua-t-il, et avait été le voisin de Marie pendant près de 50 ans. C'était lui qui avait trouvé son corps lorsqu'elle n'avait pas répondu au téléphone pendant 3 jours d'affilée. Le cœur a lâché, dit Jean, acceptant la tasse de café soluble que Monique avait réussi à préparer sur l'ancienne cuisinière. Elle avait 91 ans, elle travaillait encore son jardin tous les jours jusqu'à la fin. Femme têtue. Elle n'a jamais laissé personne lui dire quoi faire. Je la connaissais à peine, admit Monique. Ma mère ne l'aimait pas. Jean hocha lentement la tête. Marie n'était pas une femme facile à aimer. Elle était solitaire, avait ses propres façons de faire. Les gens du village la trouvaient étrange, mais elle était une bonne personne, au fond. Honnête, loyale. Elle parlait de vous parfois. Vraiment? Elle disait que vous étiez la seule de la famille à avoir un peu de bon sens. Elle disait qu'elle attendait que vous trouviez votre chemin jusqu'ici. Monique ne sut quoi répondre. Jean la mit en garde au sujet de la terre. Le sol était plein de cailloux, dit-il, et la saison de culture était courte. Personne n'avait réussi à cultiver le plateau durant depuis 40 ans. La dernière personne à avoir essayé avait abandonné après 2 saisons et déménagé en Normandie. La chose intelligente à faire, suggéra doucement Jean, serait de vendre la propriété et d'utiliser l'argent pour prendre un nouveau départ dans un endroit plus facile. Mais Monique avait entendu le mot « intelligent » appliqué aux décisions des autres toute sa vie. C'était intelligent de rester dans un mariage qui la rendait invisible. C'était intelligent d'avoir un travail qui payait les factures mais affamait son âme. C'était intelligent de laisser les autres définir à quoi sa vie devait ressembler. Elle en avait fini d'être intelligente. « Je vais rester », dit-elle à Jean. « Je vais essayer. » Il la regarda un long moment, puis hocha lentement la tête. Très bien, alors. J'ai un mulet que vous pouvez emprunter. Il s'appelle Cléante. Têtu comme une bourrique, mais il travaillera si vous le traitez bien. Les premières semaines furent plus dures que tout ce que Monique avait jamais connu. La maison avait besoin de réparation. Le toit fuyait, le plancher était pourri par endroits, et la pompe à l'extérieur nécessitait un nouveau joint avant de pouvoir tirer de l'eau. Elle vivait dans une tente rapiécée à côté de la maison pendant qu'elle travaillait à rendre la structure habitable, s'endormant chaque nuit au son de la forêt et se réveillant avec des muscles qui hurlaient de protestation. Parmi les affaires de sa grand-mère, Monique trouva un carnet de jardinage daté de 1978. C'était une chose simple, un cahier à spirale avec des entrées manuscrites détaillant les calendriers de plantation, les amendements du sol et les rendements des récoltes. L'écriture de Marie était serrée mais précise, et en feuilletant le carnet, Monique sentit quelque chose s'agiter en elle. C'était la voix de sa grand-mère, préservée dans l'encre et le papier, lui parlant à travers les décennies. Elle trouva également une enveloppe scellée et adressée à elle de la main de Marie. Monique la tint longtemps, passant ses doigts sur le papier, mais elle ne l'ouvrit pas. Elle n'était pas prête. Pas encore. L'épicerie du village était tenue par un homme nommé Pierre Leclerc. Il avait la soixantaine, des cheveux d'argent et des yeux vifs qui évaluèrent Monique dès qu'elle franchit la porte. Il était poli mais distant, répondant à ses questions sur les graines et les fournitures sans offrir ni chaleur ni bienvenue. Sa fille, Sandrine, était différente. Sandrine avait la petite quarantaine, avec des yeux bienveillants et des manières douces qui rappelaient à Monique les infirmières qui s'étaient occupées de sa mère dans ses derniers jours. Sandrine offrit à Monique des graines à crédit, expliquant que les nouveaux arrivants avaient souvent du mal leur première saison, et qu'il n'y avait aucune honte à avoir besoin d'un peu d'aide. « Ne faites pas attention à mon père », dit doucement Sandrine en emballant les graines. « Il n'est pas très à l'aise avec les étrangers, mais la plupart des gens ici sont assez corrects une fois qu'ils vous connaissent. » Monique retourna à la ferme et commença à défricher la première parcelle de jardin. Le travail était éreintant, enlever les pierres, retourner la terre, construire des plates-bandes surélevées avec du bois de récupération. Cléante, le mulet, se révéla exactement aussi têtu que Jean l'avait promis, mais il était aussi fort et constant,
et Monique se surprit à lui parler pendant les longues heures de labeur. Il ne répondait jamais, bien sûr, mais sa présence était un réconfort dans un endroit où elle se sentait autrement complètement seule. Lors de sa 3e nuit sur la montagne, Monique s'assit sur le porche réparé de la maison et pleura. Elle pleura son mariage raté, ses enfants qui avaient grandi et s'étaient éloignés, la vie qu'elle avait cru avoir et celle qu'elle avait réellement vécue. Elle pleura la grand-mère qu'elle n'avait jamais connue et la mère qui les avait tenus à l'écart. Elle pleura les 62 années qui s'étaient écoulées et les années incertaines qui restaient. Et quand elle eut fini de pleurer, elle s'essuya le visage, se leva et se dirigea vers la parcelle de jardin qu'elle avait défrichée ce jour-là. La terre était sombre et riche sous les roches qu'elle avait enlevées. Et lorsqu'elle s'agenouilla et y pressa ses mains, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Elle se sentait vivante. Le lendemain matin, elle ouvrit le carnet de jardinage de sa grand-mère et commença à marquer des rangées, choux, navets, pommes de terre, haricots verts. Elle ne savait pas si quoi que ce soit pousserait. Ne savait pas si elle avait la compétence ou la force de mener cela à bien. Mais elle planta quand même. Elle planta parce que c'était la seule chose qu'elle savait faire. Elle planta parce que sa grand-mère avait planté avant elle. Elle planta parce que l'alternative était d'abandonner, et Monique Fournier avait abandonné assez de choses dans sa vie. Les graines allèrent en terre. Et Monique se coucha ce soir-là avec de la terre sous les ongles et de l'espoir dans le cœur. Elle ne savait pas, en s'endormant dans son lit étroit, que la montagne était sur le point de tout changer. Elle ne savait pas que sous le sol où elle avait planté ses choux et ses navets, quelque chose attendait, quelque chose que Marie connaissait, quelque chose qui était enterré depuis plus longtemps que quiconque ne pouvait s'en souvenir. Elle ne savait pas que sa pelle était sur le point de heurter quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qu'elle savait, c'est que pour la première fois depuis des années, elle avait une raison de se lever le matin. Pour la première fois depuis des années, elle avait un but. La terre que tout le monde méprisait lui avait donné quelque chose de précieux, la chance de recommencer. Et Monique Fournier était déterminée à ce que cela compte. 3 semaines passèrent sur le plateau des Cévennes, et Monique commença à croire qu'elle pourrait réellement survivre à cette nouvelle vie étrange qu'elle avait choisie. Les plants de choux émergèrent les premiers, de minuscules pousses vertes perçant le sol sombre comme de petites déclarations de foi. Les navets suivirent, puis les haricots, leurs feuilles délicates se déployant vers le soleil de la montagne. Monique se tenait au bord de son jardin chaque matin, un café à la main, regardant ses plantes grandir avec un émerveillement qui la surprenait. Elle avait créé cela. Elle avait déblayé les rochers, retourné le sol et planté les graines, et maintenant la vie émergeait de la terre. Elle avait travaillé de ses propres mains. Jean passait régulièrement, soi-disant pour voir comment allait Cléante, mais Monique soupçonnait qu'il venait surtout pour s'assurer qu'elle n'avait pas abandonné et disparu dans la nuit. Il offrait des conseils avec parcimonie, à la manière des montagnards qui respectent le droit des autres à faire leurs propres erreurs. Lorsque les tuteurs de haricots de Monique s'effondrèrent lors d'un orage, il lui montra comment les ancrer plus solidement. Lorsque les feuilles de ses choux commencèrent à jaunir, il lui suggéra d'ajouter de la poudre d'os au sol. Il ne dit jamais « je vous l'avais bien dit » et ne suggéra jamais qu'elle était folle de rester. Pour cela, Monique lui était reconnaissante. Un mardi après-midi de la mi-mai, Monique décida d'agrandir son jardin. Les 2 premières rangées étaient florissantes, et sa confiance avait grandi en même temps que ses plantes. Elle marqua une 3e rangée plus loin de la maison, dans une section du champ qui était particulièrement envahie par la végétation à son arrivée. Le sol y semblait plus sombre, plus riche, et elle se demanda si sa grand-mère n'avait pas jardiné à cet endroit des décennies plus tôt. Le travail était maintenant familier. Elle utilisa une pioche pour briser le sol, puis une pelle pour retourner la terre et enlever les pierres qui semblaient se multiplier, peu importe combien elle en extrayait. Cléante se tenait à proximité, l'observant avec son expression habituelle de dédain patient. Monique en était venue à apprécier la compagnie du mulet, même si leur relation consistait entièrement en elle parlant et lui l'ignorant. Sa pelle heurta quelque chose de solide à environ 45 cm de profondeur. Elle supposa que c'était une autre pierre, la terre en était pleine et ajusta son angle pour la déloger. Mais le son était différent. Au lieu du bruit sourd du métal contre la pierre, il y eut une résonance creuse, presque musicale, qui sembla vibrer à travers le manche de la pelle et jusqu'à ses mains. Monique s'arrêta, fronçant les sourcils. Elle frappa de nouveau l'endroit et entendit le même son étrange. Elle s'agenouilla dans la terre et commença à creuser avec ses mains, retirant des mottes de terre et de petites pierres. L'objet en dessous était lisse, plus lisse que n'importe quelle pierre qu'elle n'avait jamais touchée,
et il semblait devenir plus chaud à mesure qu'elle exposait sa surface. Lorsqu'elle le sortit enfin et le tint à la lumière de l'après-midi, son souffle se coupa. Il était de forme ovoïde, de la taille d'un melon cantalou, et il brillait. Pas de manière éclatante, pas comme une lampe de poche ou une lampe, mais avec une luminescence douce et pulsante qui semblait provenir de quelque part au plus profond de sa surface. La lueur était d'un bleu pâle, presque blanche en son centre, et elle changeait et bougeait comme quelque chose de vivant. Monique s'assit sur ses talons et fixa l'objet dans ses mains. Son esprit rationnel, l'esprit qui avait équilibré des grands livres et préparé des déclarations fiscales pendant 3 décennies, insistait sur le fait qu'il devait y avoir une explication. Un minéral phosphorescent peut-être, une sorte de phénomène naturel que les géologues pourraient facilement identifier. Mais l'objet était chaud, pas brûlant, mais chaud, comme de la peau, et la lueur pulsait à un rythme qui ressemblait presque à un battement de cœur. Elle le porta à la pompe et lava la terre restante. Alors que l'eau coulait sur sa surface, la lueur s'intensifia, s'éclaircissant jusqu'à ce que Monique doive plisser les yeux. Puis, progressivement, elle revint à sa douce pulsation d'origine, comme si l'objet répondait à la stimulation. Elle l'apporta à l'intérieur de la maison et le posa sur la table de la cuisine. Pendant des heures, elle resta assise à le regarder, notant comment la lueur semblait s'éclaircir lorsqu'elle s'approchait et s'atténuer lorsqu'elle s'éloignait. Elle essaya de lui parler, se sentant ridicule, mais l'objet ne donna aucune réponse au-delà de sa pulsation régulière et rythmique. Lorsque l'obscurité tomba à l'extérieur, la lueur devint plus prononcée, projetant des ombres douces sur les murs de la maison. Monique ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise dans le fauteuil à bascule de sa grand-mère, regardant l'objet sur la table, son esprit parcourant les possibilités. Au matin, elle n'était parvenue à aucune conclusion, seulement à des questions. Elle enveloppa l'objet dans de la toile de jute et le descendit au cellier sous la maison, le cachant derrière des bocaux de conserve que Marie avait fait des années auparavant, et que Monique n'avait pas encore eu le cœur de jeter. Jean arriva en milieu de matinée, et Monique faillit tout lui dire. Les mots étaient sur le bout de sa langue, prêts à jaillir. « Jean, j'ai trouvé quelque chose d'impossible. » Mais elle se retint. Elle ne savait pas ce qu'elle avait trouvé. Ne savait pas si c'était dangereux ou précieux, ou simplement étrange. Jusqu'à ce qu'elle en sache plus, elle décida de garder le secret pour elle. « Vous avez l'air fatigué », observa Jean, plissant les yeux vers son visage. « Je ne dors pas bien, je m'habitue juste au silence », dit Monique, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Après le départ de Jean, Monique retourna sur le lieu de la découverte et passa l'après-midi à excaver la zone autour de l'endroit où elle avait trouvé l'objet. Elle creusa à 1 mètre de profondeur dans toutes les directions, tamisant la terre avec ses doigts, mais ne trouva rien d'autre d'inhabituel. Quoi que ce soit, l'objet avait été enterré seul. Ce soir-là, elle s'assit sur le porche alors que le soleil se couchait derrière la crête, projetant de longues ombres sur le champ en friche. Elle pensa à sa grand-mère, à la vie que Marie avait vécue seule sur cette montagne pendant plus de 60 ans. Elle pensa à la lettre scellée qu'elle n'avait toujours pas ouverte, la lettre adressée à elle de l'écriture soignée de Marie. Elle pensa à la promesse chuchotée de son enfance, des mots dont elle ne se souvenait pas tout à fait, mais qui semblaient flotter au bord de sa conscience comme un rêve à moitié oublié. Elle entra et trouva la lettre là où elle l'avait laissée, dans le tiroir de la table de chevet à côté de son lit. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle glissait son doigt sous le rabat et brisait le seau que Marie avait fait on ne sait combien d'années auparavant. La lettre était courte, écrite sur du papier ligné de la même écriture serrée que le carnet de jardinage. « Chère Monique », commençait-elle. « Si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que tu as décidé de rester. J'espérais que tu le ferais. La montagne t'attendait, même si tu ne le savais pas. Il y a des choses enterrées ici, Monique. Des choses que j'ai trouvées il y a des années et que je n'ai pas pu expliquer. J'en ai eu peur au début. Mais elles ne sont pas dangereuses. Ce sont des cadeaux, je pense. Bien que je n'ai jamais compris de qui ni dans quel but. Quand tu les trouveras, tu sauras ce que je ne pouvais pas te dire. La montagne t'a choisi, tout comme elle m'a choisi. Garde ce que tu découvres. Ne laisse pas les mauvaises personnes le prendre. Fais confiance à ton cœur et fais confiance à la terre. Elle te montrera ce que tu as besoin de savoir. Avec amour, ta grand-mère, Marie. Monique lut la lettre 3 fois, puis la posa sur la table à côté de la lampe à pétrole. Elle se dirigea vers le cellier, récupéra l'objet lumineux de sa cachette et le remonta dans la maison. Elle le posa sur la table à côté de la lettre et regarda sa lumière bleu pâle pulser régulièrement dans l'obscurité.
Qu'est-ce que tu m'as laissé, grand-mère? Murmura-t-elle. L'objet ne donna aucune réponse, mais sa lueur sembla s'éclaircir légèrement, comme pour accuser réception de sa question. Dehors, la montagne était silencieuse, à l'exception du vent dans les arbres et de l'appel lointain d'une chouette. Monique Fournier était assise seule dans la maison de sa grand-mère, détenant un secret qu'elle ne comprenait pas, et se demandait quels autres mystères la montagne avait encore à révéler. Une semaine s'écoula depuis que Monique avait sorti l'objet lumineux de la terre, et elle n'en avait parlé à personne. Elle le cachait dans des endroits différents chaque jour, le déplaçant du cellier au placard de la chambre, jusqu'à un creux sous une lame de plancher lâche qu'elle avait découverte en faisant des réparations. La nuit, elle le sortait et s'asseyait avec lui à la table de la cuisine, regardant sa pulsation bleu pâle et essayant de donner un sens à ce qu'elle avait trouvé. Elle nota des schémas dans le carnet de jardinage de sa grand-mère, réutilisant le vieux cahier comme un journal. La lueur s'intensifiait vers minuit et s'estompait à l'aube. Elle s'intensifiait lorsqu'elle touchait sa surface et diminuait lorsqu'elle le posait. Il semblait répondre à sa présence d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer mais ne pouvait nier. Son jardin continuait de prospérer, et cela la troublait. Les plants poussaient plus vite qu'ils ne le devraient, leurs feuilles plus grandes et plus vertes que toutes celles qu'elle avait vues dans les livres de jardinage empruntés à la bibliothèque municipale. Jean le commenta lors de sa visite, secouant la tête avec étonnement. « C'est la chance du débutant, dit-il, examinant un plant de chou qui avait presque doublé de taille au cours de la semaine passée. Ou peut-être que les amendements du sol de Marie ont finalement fait effet. Elle expérimentait toujours avec le compost. » Monique hocha la tête et ne dit rien de l'objet lumineux caché sous le plancher de sa chambre. Elle fouilla la maison méthodiquement, cherchant d'autres indices sur ce que sa grand-mère savait. Sous une lame de plancher lâche dans la chambre, une autre que celle où elle cachait parfois l'objet, Monique trouva un journal relié en cuir. Il était vieux, sa couverture craquelée et usée. Et quand elle l'ouvrit, elle trouva des pages remplies de l'écriture de sa grand-mère, couvrant près de 3 décennies, de 1952 à 1979. Elle lut pendant des heures. Les premières entrées de Marie étaient banales, calendrier de plantation, observations météorologiques. Mais au fil des ans, les entrées devinrent plus étranges. Elle écrivait sur des lumières sur la montagne qui se déplaçaient contre le vent. Elle décrivait des bourdonnements qui semblaient venir de sous la terre. Elle mentionnait des objets qui apparaissaient et disparaissaient sans explication, des choses qui brillaient dans l'obscurité et semblaient pulser de leur propre vie intérieure. Une entrée datée d'août 1964 fit battre le cœur de Monique. « Trouver une autre pierre chantante aujourd'hui », avait écrit Marie. Celle-ci était dans la parcelle de jardin près du Grand Chêne, plus petite que la première, de forme différente. Je l'ai tenue pendant 1 heure, la sentant vibrer contre mes paumes. Une partie de moi voulait l'emmener au village, la montrer à quelqu'un, prouver que je ne suis pas folle. Mais qui me croirait? Il pense déjà que je suis un peu dérangé. Je l'ai réenterrée là où je l'ai trouvée. Certains secrets sont faits pour rester des secrets. Monique posa le journal. Sa grand-mère avait vécu avec ça pendant des décennies, seule et incomprise. La ville avait pensé que Marie était au mieux excentrique, au pire folle. La propre mère de Monique avait refusé de lui rendre visite. Mais Marie n'avait pas été folle. Elle protégeait quelque chose. Elle gardait un secret que personne n'aurait cru, même si elle avait essayé de le partager. Le lendemain matin, Monique se rendit en ville pour des provisions. La pluie avait cessé, et les routes de montagne étaient glissantes. Elle arriva à l'épicerie de Pierre Leclerc juste au moment où il retournait le panneau de « Fermé » à « Ouvert ». Il la salua avec la même politesse froide qu'il avait montrée depuis son arrivée. Mais Monique remarqua quelque chose de différent aujourd'hui. Ses yeux semblaient la suivre alors qu'elle se déplaçait dans les allées. Sandrine n'était pas là ce jour-là, et la gentillesse de la jeune femme manqua à Monique. Elle paya ses provisions et les chargea dans sa voiture, mais alors qu'elle montait au volant, elle vit Pierre debout sur le pas de la porte, la regardant toujours. « La propriété de votre grand-mère, dit-il, sa voix portant à travers le parking. Il y a beaucoup d'histoires là-haut, sur ce plateau. » Monique marqua une pause. « C'est ce que je commence à comprendre. » Pierre hocha lentement la tête. Certaines histoires feraient mieux de rester enterrées. Il se retourna et rentra à l'intérieur avant que Monique ne puisse répondre. Elle rentra chez elle avec ces mots résonnant dans son esprit, un avertissement qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Quand elle arriva à la maison, elle fit le tour de sa propriété, cherchant des signes de quelque chose d'inhabituel. Près du cellier,
elle les trouva, des empreintes de bottes dans la boue, fraîches de ce matin, trop grandes pour être les siennes. Quelqu'un avait été sur sa terre. Quelqu'un s'était approché de sa maison pendant son absence. Le cœur battant, Monique regarda la montagne qui l'entourait. N'importe qui pouvait être là-haut, à l'observer. N'importe qui pouvait attendre. Elle rentra à l'intérieur et vérifia sa cachette. L'objet était toujours là, pulsant doucement dans l'obscurité sous le plancher, mais elle le déplaça à nouveau cette nuit-là, juste par sécurité. Et elle garda le fusil de chasse de sa grand-mère à portée de main quand elle alla se coucher. Monique examina plus attentivement les empreintes de bottes le lendemain matin. Elle menait de la lisière de la forêt au bord de sa propriété jusqu'au cellier, encerclait 2 fois la petite structure, puis se retirait dans les bois. Quiconque était venu ici savait exactement où chercher. Elle mentionna l'intrusion à Jean quand il passa plus tard dans la journée, en gardant sa voix désinvolte. « J'ai trouvé des empreintes de bottes près du cellier, dit-elle. Des fraîches. Savez-vous si quelqu'un serait passé pendant que j'étais en ville ?» Jean se gratta le menton. Ça pourrait être des chasseurs. La saison du cerf n'est pas avant quelques mois, mais certains repèrent leur poste tôt. Ou ça pourrait être quelqu'un qui s'intéresse à votre terre. Intéressé comment? Jean regarda la crête, les yeux lointains. Marie avait des visiteurs, parfois. Des gens qui voulaient acheter sa propriété. Elle les a toujours chassés. Disait qu'elle mourrait avant de vendre un seul arpent. Après un certain temps, ils ont arrêté de venir. Mais il y a toujours eu des histoires sur ce plateau, Monique. Des histoires qui remontent à plus loin que je ne me souvienne. Ma femme Yvette, que Dieu ait son âme, elle était amie avec Marie. Elle s'asseyait sur ce porche et parlait pendant des heures. Yvette croyait à des choses. La magie de la montagne, elle appelait ça. Des lumières qui se déplaçaient à travers les arbres, des sons qui montaient du sol. Elle disait que Marie en savait plus sur cette montagne que quiconque, et qu'elle protégeait quelque chose d'important. Je pensais que c'était juste des histoires, des commérages de vieilles femmes. Mais j'ai vu les lumières moi-même une fois, il y a environ 40 ans. Montant de la crête comme si quelqu'un avait allumé un feu sous terre. Je ne l'ai jamais dit à personne, sauf à Yvette. Elle a dit que Marie l'avait prévenu que certaines choses n'étaient pas faites pour être partagées. Si quelqu'un rôde sur votre propriété, vous devriez être prudente. Cette terre a des secrets, et les secrets attirent l'intérêt. Pas toujours amical. Après le départ de Jean, Monique retourna aux affaires de sa grand-mère. Au fond du cellier, elle trouva un coffre en bois. La serrure était vieille et rouillée, et elle céda facilement sous la force d'un marteau. À l'intérieur, elle trouva des dizaines de photographies, certaines datant des années 1940. Elle montrait Marie jeune femme. Dans plusieurs photos, Marie se tenait près de formations rocheuses que Monique avait vues lors de ses promenades. Dans d'autres, elle tenait des objets qui captaient la lumière de manière étrange, leur surface semblant briller même sur les images délavées. Au fond de la boîte, Monique trouva une carte dessinée à la main. Elle était esquissée sur du papier jauni. La carte montrait le plateau des Cévennes et les vallons environnants, avec 5 emplacements marqués par de petits symboles que Monique ne reconnaissait pas. L'un des points marqués était sa parcelle de jardin, l'endroit où elle avait trouvé l'objet lumineux. Les autres étaient dispersés sur le plateau et dans les bois voisins, des endroits qu'elle n'avait pas encore explorés. L'objet ovoïde n'était pas seul. Il y en avait d'autres. Elle passa le reste de l'après-midi à étudier la carte. L'emplacement marqué le plus proche était un affleurement rocheux à environ 1 kilomètre de la maison. Elle décida d'enquêter le lendemain matin. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Vers minuit, elle entendit quelque chose à l'extérieur, le crissement de pas sur le gravier, lent et délibéré. Elle se glissa à la fenêtre. Un faisceau de lampes de poche balayait la cour, sondant l'obscurité près du cellier. Monique ne pouvait pas voir qui la tenait. Mais elle regarda le faisceau se déplacer méthodiquement sur sa propriété, cherchant. Il s'arrêta près de la parcelle de jardin où elle avait trouvé l'objet, s'y attarda un long moment, puis continua son balayage vers la maison. Monique recula de la fenêtre. Elle attendit simplement, retenant à peine son souffle alors que le faisceau de la lampe de poche traversait ses fenêtres et continuait son chemin. Après ce qui sembla être des heures, la lumière disparut dans les bois. Monique resta où elle était, le fusil de chasse de sa grand-mère sur ses genoux, jusqu'à ce que l'aube commence à éclaircir le ciel. Le matin après l'incident de la lampe de poche,
Monique se réveilla avec une résolution qui la surprit. Elle était fatiguée d'avoir peur. Si d'autres objets étaient enterrés sur cette montagne, elle devait les trouver. Elle prépara un sac en toile et se mit en route vers l'emplacement marqué le plus proche. Le chemin, bien que envahi par la végétation, montrait des signes d'un ancien passage. L'affleurement rocheux était caché par un bouquet de sapins. Monique se fraya un chemin à travers les broussailles et se retrouva devant une grotte peu profonde. Elle s'agenouilla et regarda à l'intérieur. Au fond, partiellement enterré sous du schiste meuble, quelque chose captait la lumière d'une manière que la pierre ne devrait pas. Il lui fallut près d'une heure pour excaver le deuxième objet. Celui-ci était différent du premier, plus petit, en forme de cube, avec des arêtes vives et précises. Et là où la pierre ovoïde était chaude au toucher, ce cube était froid, presque douloureusement, comme s'il avait été conservé dans un congélateur. Sa surface était gravée de motifs géométriques qui semblaient presque mathématiques dans leur précision. Elle le ramena à la maison et le posa sur la table à côté de la pierre ovoïde. La réaction fut immédiate. La lueur de la pierre ovoïde, qui pulsait à son rythme régulier habituel, commença à s'accélérer, s'éclaircissant à chaque pulsation. Le cube vibra légèrement. Quand elle les toucha tous les deux en même temps, elle sentit quelque chose comme un courant électrique passer entre eux. Ils étaient faits pour aller ensemble, réalisa-t-elle. Ils faisaient partie de quelque chose de plus grand. Sandrine Leclerc lui rendit une visite inattendue cet après-midi-là, arrivant dans une camionnette avec un panier de pâtisserie. Monique eut à peine le temps de cacher les objets avant d'entendre frapper à la porte. « Je pensais que vous en aviez peut-être marre de votre propre cuisine, » dit Sandrine avec un sourire. Elles s'assirent à la table de la cuisine et parlèrent de petites choses. Mais il y avait une tension sous la surface de la visite de Sandrine. « Papa a posé des questions sur votre terre, » dit Sandrine, les yeux fixés sur sa tasse de café. « Il a mentionné qu'il pourrait faire une offre. Je voulais juste que vous sachiez, au cas où il vous approcherait, que vous n'êtes pas obligé de vendre. La terre d'Uran vous appartient et personne ne peut vous forcer à y renoncer. Est-ce que votre père a l'habitude d'acheter des propriétés dans la région ?» Sandrine hésita. Il a bien réussi au fil des ans. Terre et droits miniers principalement. Il a un bon œil pour la valeur. Mais je sais que cet endroit signifiait quelque chose pour Marie. Elle adorait cet endroit, même quand tout le monde pensait qu'elle était folle de rester. Je détesterais le voir aller à quelqu'un qui voudrait juste, elle s'interrompit. Après le départ de Sandrine, Monique retourna au journal de sa grand-mère, cherchant toute mention de la famille Leclerc. Elle la trouva dans une entrée datée de juin 1978. Antoine Leclerc est passé aujourd'hui, avait écrit Marie. Il a amené son fils Pierre avec lui, un jeune homme aux yeux froids. Il voulait acheter le plateau. On dit qu'il paierait le double de la valeur marchande. Je leur ai dit non. Antoine a souri comme s'il s'attendait à cette réponse. A dit que je devais réfléchir sérieusement à ma décision. Je ne lui fais pas confiance. La façon dont il a regardé cette terre, la façon dont il a posé des questions sur les formations géologiques, il sait quelque chose, ou le soupçonne. Je dois être plus prudente. Antoine Leclerc, le père de Pierre, avait su pour les objets, ou du moins soupçonné leur existence. La famille Leclerc surveillait cette terre depuis près de 50 ans, attendant son heure. Et maintenant Marie était morte, et Monique était la seule chose qui se dressait entre eux et ce qu'ils voulaient. Monique passa les jours suivants à faire des recherches sur Philippe Moreau. La bibliothèque municipale était petite, mais elle avait une collection décente de journaux locaux archivés sur microfiche. Monique fit défiler des années de titres délavés jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Des articles de 1978 sur un géologue de l'Université d'État qui avait disparu lors de recherches sur le terrain en Lozère. Philippe Moreau avait 34 ans. Il était venu dans la région pour étudier ce qu'il appelait des « formations minérales anomales ». Puis, un soir d'octobre, Moreau n'était pas revenu d'une expédition en solitaire sur le plateau. Sa voiture avait été retrouvée abandonnée. Son corps n'a jamais été retrouvé. L'affaire était devenue un cas classé. Monique trouva le carnet de terrain de Moreau caché au fond d'un coffre en bois, enveloppé dans de la toile cirée. Le carnet était endommagé par l'eau, mais le contenu était sans équivoque. Moreau étudiait les mêmes phénomènes que Marie avait documentés. Il avait émis l'hypothèse que les formations n'étaient pas naturelles, qu'elles avaient été placées délibérément, peut-être par une civilisation bien plus ancienne que quiconque ne l'imaginait. Ces dernières entrées étaient précipitées. « Il me surveille »,
avait écrit Moreau le 3 octobre. Des hommes en costume qui posent des questions à l'université. Des intérêts corporatifs, prétendent-ils, à la recherche de droits miniers, mais leurs questions sont trop spécifiques. Ils savent pour les objets. Quelqu'un leur a dit. 7 octobre. M. dit que je dois être prudent. Elle a caché les preuves dans des endroits qu'elle seule connaît. S'il m'arrive quelque chose, elle a tout ce que j'ai documenté. La vérité survivra même si je ne le fais pas. Le carnet s'arrêtait là. Philippe Moreau avait disparu 5 jours plus tard. Marie avait non seulement protégé des objets étranges, mais aussi le travail de la vie d'un homme. Elle avait fait cela seule pendant près de 50 ans. Monique se rendit à la ferme de Jean pour partager ce qu'elle avait appris. Elle lui raconta tout. Jean écouta sans l'interrompre. « J'ai connu Philippe Moreau, dit Jean quand elle eut fini. Pas bien, mais je le connaissais. Il est venu poser des questions l'été avant sa disparition. Un type sympa, respectueux. Il a passé beaucoup de temps avec Marie. Après sa disparition, Marie était différente, plus prudente, plus méfiante. Je pense qu'elle s'est sentie responsable de ce qui lui est arrivé. Pensez-vous que la famille Leclerc était impliquée? Antoine Leclerc n'était pas un homme bon. Il a fait sa fortune en profitant des gens. Si quelqu'un voulait faire disparaître un géologue, Antoine aurait su comment s'y prendre. » Monique le remercia et rentra chez elle. La porte de sa maison était ouverte. Elle était certaine de l'avoir fermée à clé ce matin-là. À l'intérieur, la maison avait été fouillée. Pas saccagée, mais fouillée. Les tiroirs étaient légèrement ouverts. Les livres avaient été déplacés. Le plancher où elle avait caché les objets avait été soulevé et remis en place. Mais les objets n'étaient pas là. Monique les avait déplacés à nouveau ce matin-là, les cachant dans un endroit différent. Le fouilleur n'avait rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver. Mais le journal de sa grand-mère avait disparu. Le fouilleur l'avait pris, ainsi que plusieurs des photographies du coffre. Des preuves. Ils avaient pris les preuves qui liaient les objets à cette terre. Elle était dépassée. Elle était une femme de 62 ans seule sur une montagne, face à des ennemis qu'elle ne pouvait ni voir ni comprendre. C'était son combat maintenant. Sa grand-mère le lui avait transmis et elle ne laisserait pas tomber. 3 jours après l'effraction, Monique trouva une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Elle était en papier craft, sans marque, sans adresse de retour ni timbre. À l'intérieur se trouvait un dossier gouvernemental, d'une 50aine de pages, dont la plupart du texte était lourdement caviardé. Mais ce qui restait était assez accablant. Le dossier décrivait une enquête de 1952 sur ce qu'il appelait des « phénomènes géologiques anomaux » dans une région montagneuse de la France. L'équipe d'enquête avait documenté des lectures étranges, des signatures énergétiques inexpliquées et la récupération de plusieurs artefacts d'origine inconnue. Les artefacts avaient été transportés dans une installation sécurisée pour étude, mais l'enquête avait été brusquement interrompue. Tous les matériaux devaient être détruits, tout le personnel réaffecté. Certaines phrases sautèrent aux yeux de Monique, origine non terrestre ne peut être exclue. Recommandé de maintenir le blackout informationnel. Agrafée au dossier se trouvait une note manuscrite sur du papier ordinaire. Votre grand-mère a sauvé ça. Maintenant, c'est à votre tour. Ne faites confiance à personne du village. Un ami. Le gouvernement savait. Ils avaient enquêté, recueilli des preuves, puis tout enterré. Et qui était cet ami? Monique se rendit chez Jean ce soir-là, le dossier sous le bras, et lui raconta tout. Et elle lui montra la pierre ovoïde, la sortant du sac en toile où elle l'avait transportée, laissant sa lueur bleu pâle illuminer les ombres du soir sur le porche de Jean. Jean la fixa un long moment. Bon sang, dit-il doucement. Toutes ces années où Yvette m'a parlé des lumières de Marie, et je pensais qu'elle exagérait. Il tendit la main avec hésitation. Puis-je? Monique hocha la tête, et Jean toucha la pierre ovoïde. La lueur s'intensifia à son contact. C'est chaud, dit Jean, l'émerveillement dans la voix. Comme quelque chose de vivant. Je ne sais pas ce que c'est, admit Monique. Mais je sais que des gens essaient de s'en emparer depuis des décennies. Et je pense que la famille Leclerc est impliquée. Jean retira sa main de l'objet. Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire. Le père de Pierre Leclerc, Antoine. Il était l'un des hommes qui ont rendu visite à Marie en 1978,
juste avant la disparition de Philippe Moreau. Je l'ai vu monter ici un soir, lui et 2 autres hommes dans une voiture de luxe. Quand ils sont redescendus 1 heure plus tard, Antoine était en colère. Quoi qu'il se soit passé là-haut, ça ne s'est pas déroulé comme il le voulait. Et tu n'as jamais rien dit? À qui? Le shérif était le cousin d'Antoine. Le maire lui devait de l'argent. La moitié de la ville dépendait de l'argent des Leclerc d'une manière ou d'une autre. Et après la disparition de Moreau, j'ai baissé la tête et fermé ma bouche. Mais maintenant elle est partie, dit doucement Monique. Maintenant elle est partie, acquiesça Jean. Et Pierre a attendu tout ce temps, observant. Il n'est pas comme son père. Pas aussi grossier, pas aussi évident, mais il veut la même chose. Monique pensa à Sandrine, à l'avertissement qu'elle avait donné. Sandrine n'est pas comme lui. Non, dit Jean. Sandrine a le cœur de sa mère, mais elle ne peut pas arrêter Pierre. Aucun de nous ne le peut, pas seul. Alors je ne serai pas seul, dit Monique. Veux-tu m'aider à le protéger maintenant? Jean resta silencieux un long moment. Puis il hocha lentement la tête. J'ai 70 ans. Ma femme est partie, mes enfants ont déménagé, et je n'ai rien d'autre à faire que de m'occuper de mes cultures et d'attendre de mourir. Si la petite fille de Marie a besoin d'aide pour repousser la famille Leclerc, alors je suppose que j'ai enfin trouvé quelque chose qui vaille la peine de faire avec le temps qu'il me reste. Les véhicules arrivèrent juste après le coucher du soleil, leurs phares perçant la brume du soir. Monique s'attendait à quelque chose comme ça. Dans les 3 jours qui avaient suivi la formation de son alliance avec Jean, elle avait vu des signes de surveillance accrus. Le convoi s'arrêta à la limite de la propriété, 3 SUV de luxe qui semblaient déplacés sur la route de montagne boueuse. Pierre Leclerc sortit du véhicule de tête, ses cheveux argentés brillant dans les phares. Il était accompagné de 2 hommes en costume qui avaient l'air d'avocats ou de cadres. Monique regardait depuis son Porsche, le fusil de chasse de sa grand-mère appuyé contre la balustrade à portée de main. Madame Fournier, appela Pierre. J'espérais que nous pourrions avoir une conversation. Vous êtes sur ma propriété sans y avoir été invité, répondit Monique. Ce n'est pas une conversation. C'est une violation de propriété. Pierre sourit. Je m'excuse pour l'informalité. Ces messieurs représentent Consolidated Mountain Resources. Ils m'ont demandé de faciliter une introduction. Jamais entendu parler. Nous sommes une société d'exploration minière, dit l'un des hommes en costume. Nous pensons que votre propriété pourrait contenir des formations géologiques d'un intérêt scientifique significatif. Nous sommes prêts à faire une offre très généreuse. Et quelle formation géologique serait-ce, exactement? Un silence. L'homme en costume échangea un regard avec Pierre avant de continuer. Nos recherches suggèrent la possibilité de gisements de minéraux rares, spécifiquement des structures cristallines aux propriétés électromagnétiques uniques. Vous savez déjà ce qu'il y a ici, interrompit Monique. Votre société, ou quelle que soit la société qui l'a précédée, le sait depuis 1952. J'ai vu le dossier. Le sourire de Pierre s'effaça. Madame Fournier, dit-il, son ton étant plus amical. Vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire. Les choses enfouies sur cette terre ne vous appartiennent pas. La chose intelligente, la chose sûre, serait d'accepter notre offre et de partir. Mon père a fait la même proposition à ma grand-mère il y a 50 ans, dit Monique. Elle a dit non. Je dis non. Cette conversation est terminée. J'ai bien peur que non, dit Pierre. Nous avons fait nos propres recherches. Vos finances ne sont pas ce qu'elles étaient. Vos enfants appellent rarement. Vous êtes isolée, Madame Fournier. Et vous êtes vulnérable. Si nous ne parvenons pas à un accord, nous serons contraints d'explorer d'autres options. Des options légales peut-être, une audience de tutelle, des questions sur votre état mental. Une femme âgée seule sur une montagne parlant de pierres lumineuses et de complots gouvernementaux. La menace flottait dans l'air. Sortez de ma terre, dit Monique d'une voix ferme. Maintenant. Pierre haussa les épaules. Pensez-y. Nous vous recontacterons. Les véhicules reculèrent sur la route et disparurent. Jean arriva moins d'1 heure plus tard, ayant vu les phares depuis sa ferme. Elle lui raconta ce qui s'était passé. Audience de tutelle, murmura-t-il. C'est la vieille méthode d'Antoine. Il a utilisé la même astuce pour prendre la terre de la famille Hulcom en 72.
Nous ne pouvons pas les laisser vous faire ça. Aux petites heures du matin, on frappa à la porte. Jean regarda par la fenêtre. C'est Sandrine. Monique ouvrit la porte et trouva Sandrine Leclerc sur le porche, le visage pâle. Elle portait un dossier rempli de papiers. « Je suis désolé de venir si tard, » dit Sandrine, « mais je devais vous avertir. Mon père prévoit d'agir contre vous, et bientôt. » Pierre avait déjà entamé la procédure de demande de tutelle d'urgence, affirmant que Monique était mentalement inapte à gérer ses propres affaires. Mais ce n'était pas tout. Les hommes de Consolidated Mountain Resources n'étaient pas que des hommes d'affaires. Sandrine avait trouvé des documents dans le bureau de son père, des enregistrements de sociétés écrans, des transferts financiers, des communications qui suggéraient que Consolidated était une façade pour quelque chose de plus grand et de plus puissant. Monique prit le dossier et en parcourut le contenu. Des preuves solides et accablantes d'un complot qui remontait à des décennies. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda Monique. « C'est votre père. » « Parce que ma mère aurait aidé Marie. »« Parce que ce que mon père fait est mal. » « Et je suis fatigué de faire semblant de ne pas le voir. » Ils travaillèrent toute la nuit, organisant les preuves. Jean contacta son neveu, un avocat à Marseille, et s'arrangea pour que les documents lui soient livrés le lendemain matin. Monique écrivit des lettres à Chloé et Lucas. Elle écrivit également à un journaliste d'un journal régional. À l'aube, Monique se tenait sur son porche et regardait la terre qui était devenue sa maison. Le deuxième convoi arriva 2 nuits plus tard, et cette fois, ils ne s'arrêtèrent pas à la limite de la propriété. Monique entendit les moteurs avant de voir les lumières. Elle eut le temps d'appeler Jean, de saisir le sac en toile contenant les 2 objets, et de se positionner à la fenêtre avant que le premier véhicule ne s'arrête dans sa cour. Il y avait 4 SUV cette fois, et les hommes qui en sortirent ne portaient pas de costume. Ils étaient vêtus d'un équipement tactique, de vêtements sombres, de bottes. Pierre Leclerc était là aussi, debout à côté du véhicule de tête, les bras croisés. Une voix crépita à travers un mégaphone. « Monique Fournier, ceci est une saisie légale autorisée par le bureau du shérif de Lozère. Il vous est ordonné de quitter les lieux immédiatement et de remettre tout matériel géologique trouvé sur cette propriété. » « Je ne vois aucun adjoint du shérif là-dehors, » cria-t-elle en retour. « Je vois une sécurité privée sur ma terre sans ma permission. Ce n'est pas légal. C'est une violation de propriété. » Elle se retira de la fenêtre et se dirigea vers la table de la cuisine où elle avait disposé les 2 objets. La pierre ovoïde pulsait de sa lumière bleu pâle familière, et le cube était froid et immobile à côté. Elle entendit des bottes sur le porche. Une fenêtre se brisa quelque part à l'arrière de la maison. Elle entendit des voix, des pas dans la chambre. Ils entraient. Elle saisit les 2 objets, un dans chaque main, et les rapprocha. La réaction fut immédiate et écrasante. La lueur de la pierre ovoïde s'intensifia 100 fois, devenant une lumière blanche brillante qui remplit la maison et se déversa par chaque fenêtre et fissure. Le cube se mit à vibrer violemment, émettant une tonalité harmonique qui semblait résonner dans les os de Monique. Et là où les 2 objets se touchèrent, une colonne de lumière jaillit du point de contact, traversant le toit de la maison et s'élevant dans le ciel nocturne. Ce n'était pas comme une lumière que Monique avait jamais connue, chaude plutôt que brûlante, substantielle plutôt qu'éthérée. L'équipe tactique recula, se protégeant les yeux, leur formation se dissolvant dans le chaos. Elle sortit sur le porche, les objets toujours serrés dans ses mains, la colonne de lumière s'élevant au-dessus d'elle comme un phare. Elle pouvait voir à des kilomètres à la ronde, le flanc de la montagne illuminé comme en plein jour. Et venant sur la route, elle vit des phares. Pas seulement la vieille fourgonnette de Jean, mais d'autres derrière, des camionnettes et des berlines, toute une procession de véhicules montant la crête vers sa maison. Les voisins. Ils avaient vu la lumière, et ils venaient voir ce que cela signifiait. Pierre Leclerc se tenait figé à côté de son véhicule, son expression passant du triomphe à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. Les voisins arrivèrent dans une vague de portières claquant et de voix fortes. Jean fut le premier. Derrière lui venaient d'autres, des fermiers et des commerçants, des gens qui avaient vécu sur cette montagne toute leur vie et n'avaient jamais rien vu de tel. Ils sortirent de leur véhicule avec des lampes de poche et des fusils de chasse. Ils virent l'équipe tactique, les hommes en vêtements sombres. Ils virent Pierre Leclerc debout à côté de son SUV de luxe, et ils comprirent instantanément ce qui se passait. Jean se fraya un chemin à travers la foule pour se tenir à côté de Monique. « Ça va » demanda-t-il. « Ça va » dit-elle.
Qu'est-ce que c'est que ça? Cria quelqu'un dans la foule. Demandez-lui, dit Monique en désignant Pierre. Demandez-lui pourquoi il a envoyé des hommes armés sur ma propriété au milieu de la nuit. Le visage de Pierre se crispa. C'est une affaire légale, un litige foncier, il n'y a rien de légal là-dedans, interrompit Jean. Je te connais, Pierre. J'ai connu ton père. C'est la même chose qu'Antoine a essayé de faire à la famille Hulcom. La même chose qu'il aurait faite à Marie si elle n'avait pas été assez forte pour l'arrêter. Mais ici, c'est la Lozère, et on ne laisse pas les étrangers chasser nos gens de leur terre. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Monique vit des visages familiers. Sandrine Leclerc, debout à l'écart de son père, les larmes coulant sur ses joues. C'étaient ses voisins, et ils étaient venus se tenir à ses côtés. Quelqu'un enregistre ça. Cria une voix, et Monique vit la lueur des écrans de téléphone dans la foule. Le chef de l'équipe tactique reçut un autre message dans son oreillette. Il leva la main et fit signe à ses hommes de se retirer. Un par un, ils se replièrent vers leur véhicule. Pierre Leclerc se tenait seul, ses alliés battant en retraite, ses plans s'effondrant. Il regarda Monique avec une expression de haine pure. « Ce n'est pas fini, dit-il. »« Je sais exactement ce que je protège, » répondit Monique. « L'héritage de ma grand-mère, le secret de cette montagne, et mon droit d'être laissé en paix. » Sans un mot de plus, Pierre monta dans son véhicule et partit, le reste du convoi le suivant. La colonne de lumière s'estompa alors que Monique séparait les objets. La nuit de la montagne retomba dans l'obscurité. Mais la chaleur demeurait, non seulement celle des objets, mais aussi celle des gens qui l'entouraient. Jean se tenait à ses côtés, sa main sur son épaule. Sandrine s'approcha timidement, et Monique la serra dans ses bras. « Merci », murmura Monique. « À vous tous. » 3 mois plus tard, l'automne avait peint la montagne de teintes d'or et de pourpre. Monique se tenait au bord de son jardin, contemplant la récolte qu'elle n'avait jamais espéré voir. Les têtes de choux étaient énormes. Les navets avaient atteint une taille impressionnante. Elle avait passé des semaines à mettre en conserve, remplissant le cellier de sa grand-mère. L'histoire avait fait les gros titres. Brièvement. Une lumière étrange sur un plateau des Cévennes, une confrontation entre une femme seule et des intérêts corporatifs. Les journalistes étaient venus et repartis. La vérité qu'elle avait apprise n'était pas quelque chose à distribuer librement. Pierre Leclerc faisait maintenant face à une enquête fédérale. Les documents que Sandrine avait fournis, combinés aux preuves que le neveu de Jean avait rassemblées, avaient attiré l'attention des procureurs. Consolidated Mountain Resources s'était dissoute du jour au lendemain. Des enquêteurs du gouvernement étaient venus aussi, des vrais cette fois. Ils avaient examiné les objets, pris des photos et des mesures. Monique avait coopéré jusqu'à un certain point, autorisant l'observation mais refusant de livrer ce que sa grand-mère avait passé sa vie à protéger. Une équipe de l'université d'État venait régulièrement maintenant, menant des recherches sous l'œil vigilant de Monique. Sa fille Chloé était venue le mois dernier, arrivant de Paris avec le scepticisme peint sur son visage et repartant 3 jours plus tard les larmes aux yeux. « Je suis désolé de ne pas avoir cru en toi », avait dit Chloé. Lucas avait appelé plus souvent, sa voix portant un intérêt sincère. Il prévoyait de venir à Noël. Jean était devenu plus qu'un voisin. Il était un partenaire, un confident. Sandrine Leclerc passait régulièrement, brouillée avec son père, mais trouvant une nouvelle famille parmi les gens qu'elle avait aidé à protéger. Elle parlait d'ouvrir sa propre entreprise, un petit bistrot au village. Monique avait proposé d'être sa première investisseuse. Un matin frais d'octobre, Monique monta sur la crête jusqu'à la tombe de sa grand-mère. C'était une parcelle simple. « Je comprends maintenant, dit-elle finalement, pourquoi tu es resté, pourquoi tu as protégé cet endroit. Merci de m'avoir fait confiance. » Elle retourna à la maison et s'assit à la table de la cuisine avec un nouveau cahier, un nouveau carnet de jardinage. Mais celui-ci contiendrait bien plus que des calendriers de plantation. La pierre ovoïde était posée sur la cheminée, pulsant doucement de sa lumière bleu pâle. Le cube reposait à côté, froid et immobile. Dehors, le jardin était en jachère pour l'hiver, mais Monique pouvait déjà imaginer les plantations de printemps. Elle était arrivée ici brisée, fuyant une vie qui ne lui avait rien laissé. Elle avait trouvé quelque chose qui valait la peine d'être protégée, quelque chose qui lui avait donné un but. La montagne l'avait choisie, et elle s'était montrée à la hauteur. Monique Fournier sourit,
ouvrit son cahier et commença à écrire. Certaines récoltes ne se mesurent pas en boisseaux, écrivit-elle sur la première page. Certaines récoltes se mesurent à la découverte de qui vous étiez censé être depuis toujours.